Le coup de cœur de cette semaine est associé à une très belle histoire que je vais vous conter. À jouer les compteurs, ça change un petit peu, mais vous allez comprendre pourquoi ça touche à ce point-là, puisque cet auteur, franchement, il est connu de presque tout le monde et il nous a tous touchés d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a maintenant presque 40 ans, je dirais bien un jeune auteur, mais il n'était pas si jeune que ça, il avait la quarantaine, donc un auteur montant, qui avait déjà quelques succès derrière lui, a décidé de, avec des amis, monter un studio. Ensemble, ils ont monté ce studio, commencé à faire quelques réalisations, sachant que lui avait déjà pas mal de petites choses derrière lui, mais ça va marquer un point majeur dans sa carrière. Et il avait en tête un récit qu'il avait envie d'adapter, un récit qui datait du folklore tibétain, qu'il avait envie d'adapter, mais malheureusement, il n'a pas trouvé le moyen à l'époque de le sortir. Car oui, là, je parle non pas de bande dessinée, mais de film d'animation. Cette chose, du coup, est restée inachevée, ou presque, puisqu'il a décidé de le sortir. Alors, comment le nommer? On va dire en roman graphique. Je sais qu'il y a un terme pour le dénommer, en japonais, puisque c'est un auteur japonais dont on va parler. Euh, je dois avouer que je ne l'ai plus en tête. Mais on va l'appeler pour nous un roman graphique parce que c'est vraiment ça. Alors, maintenant, je vous ai assemblé des petites cases, je vous ai sorti un petit peu pas mal d'idées. Qui est cet auteur? Eh bien, c'est ni plus ni moins que le fabuleux, le grand Hayao Miyazaki. Voilà, maintenant que je vous ai dit le nom, il y en a certains qui font oh, d'autres qui se disent alors le nom me parle mais je vois pas trop. Alors on va commencer par parler tout simplement de ses réalisations, Princesse Mononoke, comment pardon. Mais encore Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro, Le château dans le ciel, j'en passe et d'autres. Et tout ça, c'est ce qu'il a justement sorti avec le fameux studio. Le studio Ghibli, là vous l'aurez compris. Donc maintenant je pense que ça doit parler un peu plus à tout le monde. Donc je vous disais justement, il avait envie de faire une œuvre qu'il n'a jamais pu faire. Une œuvre que vous ne connaissez pas pour la plupart. Il y a peu de monde qui le connaissent. Et ça, eh bien c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, qu'on a après 40 ans d'attente, on va le dire comme ça, 40 ans de méconnaissance, on peut enfin découvrir chez nous, à savoir le voyage de Shuna. Alors le voyage de Shuna, vous verrez tout de suite que, alors déjà je vais le dire clairement, on n'est pas dans du manga classique. Ça vient bien de Japon, donc on pourrait le nommer manga effectivement. Mais comme je vous le disais en japonais, il y a un terme pour ce type, parce que déjà tout est en couleur. 2, on est sur de l'illustration textée pour la plupart, très peu bullée. On retrouve vraiment cet esprit-là. 3, par contre, on retrouve toute l'essence de Miyazaki. Ce conte onirique, tel qu'il aime les faire, empreint de douceur, mais aussi de noirceur, de cruauté, où on va aborder des sujets compliqués, difficiles, durs, en l'occurrence, pas n'importe lesquels. La famine, on va aborder aussi l'esclavage, on va aborder aussi l'autodétermination et la façon dont les peuples s'opposent. Tout ça, c'est dans le voyage de Shuna. Déjà, quand je vous esquisse un petit peu toutes ces thématiques-là, je dis ah ouais, mais c'est déjà ce qu'on retrouve dans Princesse Mononoke, c'est ce qu'on retrouve dans Nausicaa, j'ai oublié de vous citer tout à l'heure. Oui, oui, oui. Et je pense que c'est pas sans hasard. C'est pas sans hasard parce que toutes ces thématiques sont plus ou moins présentes dans le voyage de Shuna. Et franchement, à la lecture de cet album, clairement, vous retrouverez des clins d'œil, des paysages qui vont dire ah ça me fait penser à Nausicaa, ah ça me fait penser à Chihiro, ou encore au château dans le ciel. Tout ça, vous allez le retrouver. Et puis vous allez suivre cette histoire d'un jeune prince, donc Shuna, vous aurez compris, prince d'un petit village isolé, où ça pousse très mal, où la famine est régulière, mais voilà, le peuple est humble, mais il va jusqu'au bout des choses, la vie s'écoule, sans, je dirais bien sans facilité, hein, c'est un petit peu ça, jusqu'au jour où un étranger va arriver. Cet étranger est à l'article de la mort, la tradition veut qu'on l'accueille, donc il sera accueilli. Malheureusement pour lui, il va décéder dans la nuit. En tout cas, c'est ce que la guérisseuse
malgré tous ses bons soins, annonce à Shuna. Et il demande à Shuna, donc le futur défunt, demande à Shuna de venir à son chevet le temps qu'il meurt. Et là, il lui raconte que lui-même était prince, qu'il était parti en voyage parce qu'il avait découvert la potentialité d'un lieu où une ressource poussait en abondance et il lui tend un petit sac dans lequel on trouve des graines. Et à partir de là, Shuna se dit qu'il a le moyen de sauver son village, il a le moyen peut-être de trouver la solution à tout ça. Et c'est un voyage qui va commencer pour lui. Un voyage qui va l'obliger à passer loin de ses frontières. Mais Shuna n'est pas innocent non plus. Même s'il ne connaît pas les difficultés du monde dans son sens large, il n'est pas non plus aveugle à la cruauté qui peut être exercée. Et il ne sera pas sans en être témoin de ces régions beaucoup plus riches où en fait le fort opprime le faible. Et sans coup férir, il fera en sorte de redresser certains torts. Bon, bien sûr, avec un peu de naïveté, parce qu'une personne seule voulant changer un monde entier, bien sûr que c'est un peu utopiste, mais des petites graines vont être plantées, et c'est ça qu'on va suivre. Ce qu'on va suivre aussi, c'est son voyage, sa découverte de ce monde, et puis ce qui se cache derrière, ce qu'il va découvrir, et est-ce qu'il va réussir au final à apporter un peu plus à son village, ou en tout cas à se reconstruire une vie. Et bien c'est tout ce voyage initiatique qu'on va suivre avec Shuna. Donc comme à chaque fois avec un Miyazaki, on se laisse bercer, on se laisse emmener. Faut pas vous attendre à des explosions du grandiloquent, non. C'est toujours en finesse, en poésie, en douceur. Vous vous laissez bercer par les illustrations, parce que c'est ça, ce sont des illustrations textées, hein. C'est ce qu'on va retrouver dans ce roman graphique, mais avec ce monde qui, comme il le dit dès le départ, peut-être dans un futur lointain ou dans un passé oublié, c'est ce qu'il nous dit dès le départ, et c'est tout ça qu'on va découvrir. Donc franchement, à découvrir, à partager, surtout si vous êtes fan de Miyazaki, que vous avez tout vu, franchement faites-le, parce que c'est tout ce qui fait le lien avec tout ce qu'a fait Miyazaki depuis lors. Alors, je ne vous parlerai pas du dernier qui la sort, mais parce que là je ne l'ai pas encore vu moi perso, mais là pour l'instant c'est vrai que vous vraiment trouverez plein de petites références, et c'est vraiment du Miyazaki tout craché. Vous n'auriez pas su son nom, vous l'auriez trouvé tout de suite. Donc je vous souhaite de le découvrir. N'hésitez pas, ça peut être aussi un très beau cadeau. Par contre, traînez pas, parce que Miyazaki en livre, généralement ça tombe en rupture. On est proche de Noël, ils ont été assez malins pour le sortir là. Donc à mon avis, si ça tombe pas en rupture, je serai grandement étonné. Donc je vous souhaite une très bonne lecture, une bonne découverte. Si vous avez besoin d'en parler, vous savez où nous trouver. Et puis on va se dire à très bientôt. Allez, au revoir.